Qu'est-ce que tu penses des hypnos qui font des petits jeux hypnotiques, style les mains collées, le ballon dans les mains, la catalepsie, pour entraîner le sujet en fait à l'hypnose, un peu, voir les réactions? Est-ce qu'il y a un intérêt pour toi à faire ça? Et est-ce qu'on peut utiliser les résultats d'une manière ou d'une autre? Est-ce que c'est l'occasion de chercher les métaprogrammes aussi de la personne? Et effectivement, si c'est le cas, lesquels on peut chercher? C'est une belle question, hein. Ah oui, alors attends, voilà, oui, je te redemanderai certaines parties de la question après. Mais donc oui, alors qu'est-ce que je pense des gens qui font des petits tests d'hypnose, des petits jeux hypnotiques? Bon, c'est bien, Ouais. enfin chacun, toutes les méthodes, tant que ça marche, c'est bien. Juste, Mhm. parfois, donc les mains collées par exemple, c'est donc, on parlait d'idéomoteur tout à l'heure, c'est intéressant. Les mains collées, ça consiste à suggérer aux personnes qu'elles ont les deux mains qui sont collées l'une à l'autre et qu'elles n'arrivent pas à les décoller. En réalité, ce qui se passe, évidemment, c'est pas qu'elles sont collées, c'est qu'il y a une confusion kinesthésique, c'est-à-dire que la personne essaye de les décoller, mais elle se trompe de muscle, en quelque sorte. Elle se trompe de mouvement. En réalité, elle fait un autre mouvement, qui est le mouvement de les coller l'une à l'autre. Donc, ça crée une confusion kinesthésique. Mhm. Ça, par exemple, typiquement, c'est un phénomène, ce qu'on peut appeler un phénomène négatif ou privatif, c'est-à-dire qu'on prive la personne d'une capacité, la capacité à bouger. Faut faire attention parce que amorcé par ça, ça peut être un peu. Il y a des gens qui aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui ont l'impression qu'on prend un contrôle sur eux et qui perdent le contrôle. Il y a des gens Mhm. qui, au contraire, il y a des gens qui, au contraire, sont très friands de ce genre de choses parce que ça, ah bah voilà, l'hypnose existe, le rapport est très établi. Alors pour le coup, il y a un rapport très très fort. Mais c'est à double tranchant parce que si la personne n'y arrive pas, elle risque. En fait, c'est un test qui est très ambitieux. C'est les tests des doigts collés ou des mains collées, c'est les tests d'hypnose de spectacle qui sont très ambitieux. C'est très ambitieux de commencer par un phénomène comme celui-ci. Et justement parce qu'en hypnose de spectacle, l'idée c'est que la plupart des gens échouent et qu'on puisse sélectionner les meilleurs, ceux qui sont déjà dans une hypnose suffisante pour avoir ce genre de phénomène-là, et on les fait monter sur scène. Donc l'idée, c'est qu'un maximum de gens échouent et qu'on garde juste la crème de la crème. En cabinet, Mhm. c'est à double tranchant, parce que ça veut dire que la plupart des gens vont échouer la première fois. Et donc risquent d'être déçus, de se dire, bah zut alors, est-ce qu'il va arriver à m'accompagner puisque je suis pas hypnotisable selon ce critère. Donc on va amener ça comme un apprentissage, comme un jeu, mais il n'empêche que même si on met de la crème autour, c'est toujours un peu décevant de commencer par une suggestion qui va rater. Donc celle-ci, je la trouverais peut-être un peu ambitieuse au début, mais quitte à l'amener, pourquoi pas plus tard, et à condition de la mettre au service de la séance, de dire à la personne, par exemple, bah, vous voyez, vous avez créé un blocage, maintenant on va apprendre à débloquer. Et bah, vous voyez, c'est comme le problème que vous m'avez amené, c'est un blocage, et bien, comme de la même façon que vous avez appris à débloquer les mains, et bien vous allez maintenant débloquer votre problème. Donc il faut en faire une métaphore, il faut toujours le relier quand même à ce qui amène la personne. Mhm. Le ballon dans les mains ou même enfin toutes les métaphores qui permettent d'avoir des mouvements idéomoteurs, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est très bien de commencer, pourquoi pas, par de l'idéomoteur pour amorcer. En fait, ça vous permet quoi? Ça vous permet de voir s'il y a du répondant, sans même d'avoir d'hypnose, ça vous permet de voir si, quand vous demandez quelque chose, quand vous mettez l'idée d'un mouvement chez la personne, eh bien le mouvement se crée. En quelque sorte, c'est une façon de contacter l'inconscient, de lui dire bon, allô, est-ce que t'es là? Oui, d'accord. Il vous livre déjà des toutes premières commandes et ça vous permet de voir qu'il y a un canal. Et grâce à ce canal, ensuite, on va pouvoir demander des choses de plus en plus ambitieuses. Donc, par exemple, moi, ce que je fais souvent, c'est quand même le corps qui penche vers l'avant ou vers l'arrière. Pourquoi pas jusqu'à la chute. Des petits tests comme ça, des petites choses qui, en réalité, sont déjà des amorces. Là, on parle de tests pour ensuite adapter l'induction, mais en réalité, l'induction a déjà commencé. Mais pourquoi pas le présenter comme des tests? Le Mhm. problème, c'est qu'un test, ça peut amener un enjeu. La personne peut se dire, oh là là, zut, j'espère que je vais réussir le test. Donc on peut simplement aussi le présenter comme une façon de faire connaissance avec le type de réceptivité de la personne. Je crois Ouais. qu'il y avait le mot catalepsie aussi, c'est ça? Tu me parlais de catalepsie ou pas? Ouais, Ouais. dans la question, il y a catalepsie, effectivement. Parce que pour le coup, commencer par une catalepsie, ça je le conseille à l'Erickson de systématiser le fait de enfin vraiment commencer par une catalepsie systématiquement. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné un bras ou deux bras qui sont en l'air. Euh, Ça c'est pas grand-chose, même un mouvement automatique, ça c'est vraiment très bien de commencer par ça. Donc après avoir discuté avec la personne, mais de commencer l'induction là-dessus. Parce que je dirais, même si je vous invite à prendre vraiment beaucoup de temps pour bien, bien, bien travailler vos inductions, il ne faut pas qu'elles perdent du temps. C'est-à-dire que ça sert à rien de faire des mises en situation, des mises en condition qui durent une demi-heure avant de commencer un premier phénomène. Essayez d'avoir un phénomène
facile à obtenir, mais très vite. Par exemple, les deux mains l'une en face de l'autre, en effet, comme si elles tenaient un ballon, et ensuite vous dites, voilà, les mains se rapprochent l'une de l'autre. Chez la plupart des gens, pour le coup, ça, c'est un phénomène qui arrive assez vite chez plein de gens. Et au moins, ils se disent, ah bah voilà, là, il y a un truc qui se passe, il y a bel et bien quelque chose d'un petit peu étonnant qui se passe. Cette personne va pouvoir activer des leviers qui vont m'aider. Si elle vient faire de l'hypnose, c'est pas pour qu'on l'aide par les autres, les leviers habituels. Elle veut qu'il y ait un truc qui se passe. Donc ça risque même de la rassurer, de la de mettre en condition. Donc je suis très pour. Faites attention si vous avez appris ces tests-là ou ces exercices-là dans des formations d'hypnose de rue, par exemple, ou d'hypnose de spectacle. Faites attention à les défaire de tous les tics, parce que c'est pas du tout le même contexte, hein, les mêmes enjeux. Donc ne pressez surtout pas la personne, n'insistez pas trop. Par exemple, on parlait des mains collées. Parfois, en hypnose de rue, en hypnose de spectacle, l'idée c'est que la personne elle ne décolle pas, surtout pas. Donc on va insister beaucoup, parler beaucoup et lui laisser peu de temps pour tester. En cabinet, si vous voulez faire ça, eh bien, l'idée c'est que le phénomène soit de qualité. Donc vous lui direz vos mains sont collées et vous ne pouvez pas les décoller, et vous vous taisez derrière, vous la laissez tester. Et si ça marche pas, ça marche pas. Donc si vous faites des tests comme ça, n'y mettez pas du tout d'enjeu personnel, n'essayez pas de réussir. La personne réussit ou ne réussit pas. J'ai envie de dire même, allez jusqu'à des phénomènes, proposez-lui des tests auxquels elle échoue, comme ça vous savez ce qu'elle ne sait pas faire. Par exemple, elle n'arrive pas à faire une lévitation, bon bah très bien. Et comme ça, vous savez à quoi l'entraîner. Et du coup, votre induction, c'est ça, c'est de l'entraîner à une lévitation. Donc, si une personne qui savait pas faire une lévitation du bras il y a 10 minutes, maintenant sait faire une lévitation du bras, eh bien, elle a quelque chose en plus. Elle a un levier en plus sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour le changement. C'est intéressant, ça permet de faire connaissance, non seulement de faire connaissance avec de quoi la personne est déjà capable en arrivant, mais aussi de faire une première évaluation pour la faire progresser, pour l'entraîner à ces différents phénomènes. À condition que ça soit utile, hein, parce que sinon vous n'allez pas lui faire perdre son temps par exemple, à lui faire travailler des hallucinations si vous n'avez pas lieu d'utiliser des hallucinations pour sa problématique. Mais en tout cas, voilà, ce que vous pouvez proposer comme des tests ou des jeux, ça me va très bien, moi. C'est des choses qui me vont très bien, à condition, voilà, vraiment que ça soit pas, que ça lui rajoute pas une pression non plus. Donc du coup, pour toi, l'intérêt, il est utilisationnel là derrière après, c'est ça ? Il est utilisationnel. Alors oui ou non. C'est-à-dire que vous pouvez aussi faire des choses pour la découverte et ensuite voir ce que vous en ferez. Et vous pouvez très bien ne pas les utiliser au final. Mais bien souvent, on n'est pas obligé de multiplier des petits tests comme ça juste pour le plaisir. Si vous avez un bras qui monte, un autre bras qui monte et je sais pas, la tête qui bouge toute seule, là vous pouvez déjà faire toute une séance sur ces leviers-là. Il n'y a pas besoin d'en faire des centaines. Mais en effet, si à un moment donné vous vous retrouvez par exemple avec les mains collées, ça peut être utilisez-le par rapport à la problématique de la personne. Ça peut forcément devenir une métaphore. Donc à un niveau ou à un autre. Donc utilisez-le. Mais justement, j'aimerais quand même. Moi, j'ai mis du temps avant de faire ça. Pendant longtemps, je pratiquais. Donc on discutait avec la personne. Ensuite, j'enchaînais vers une hypnose qui était pas très formalisée, parce qu'on m'avait appris que c'était mieux de faire rentrer la personne en hypnose de façon subtile, sans forcément couper le moment de l'induction, le moment de l'anamnèse et le moment de l'induction, et qui était immédiatement orienté vers son objectif. Et maintenant, ça fait quand même pas mal d'années que je fais ça, que je procède plus du tout comme ça. Au contraire, on discute, et à un moment donné, je dis à la personne, vraiment, on va laisser ça de côté. Maintenant, on passe à l'hypnose. Et là, on aborde l'hypnose de façon plus ludique, en laissant totalement sa problématique de côté. Donc là, on fait en effet une série de petits exercices, de petits jeux comme ça, souvent idéomoteurs, et puis ensuite, pourquoi pas, des inductions un peu plus ambitieuses, pourquoi pas partir sur le sommeil, ou pourquoi pas directement par la relaxation. En tout cas, je m'occupe de créer l'hypnose, de créer l'état d'hypnose et on va dire la connexion avec l'inconscient. Et une fois que j'ai des outils satisfaisants, à ce moment-là, je ramène la problématique. Donc il y a vraiment une sorte de parenthèse où on ne parle plus du problème. Et je pense que c'est pas mal. Alors, ça peut enlever de la motivation à rentrer en hypnose, mais quand même, je pense que ça allège aussi un peu. C'est assez sympa de pouvoir laisser de côté la problématique pour vraiment travailler l'outil et ensuite relier les deux. En tout cas, moi, actuellement, je fonctionne encore majoritairement comme ça, on va dire. Ok. Mais je crois que il y avait une deuxième partie à la question. Vas-y, redis-moi la fin de la question alors.
Donc du coup, après, y a-t-il un intérêt pour toi? C'était, est-ce qu'on peut utiliser les résultats d'une certaine façon? Comment on peut les Mhm. utiliser? Et est-ce que c'est l'occasion aussi de chercher les métaprogrammes de la personne? Et si oui, lesquels? Alors, utiliser ça, bah oui, alors j'ai dit, oui, ça peut être en fait, les tests sont déjà des phénomènes hypnotiques, hein, sont déjà de l'induction, c'est pas juste des tests, en réalité. Ouais. Euh, c'est, prenons par exemple, je sais pas, moi, le fameux test des doigts collés, là, où les gens, on va dire, on les invite comment on appelle ça? Je trouve pas mes mots, à Mettre les doigts joindre face leurs à mains, face. voilà, Ouais. joindre leurs mains, mais à tendre leurs index l'un en face de l'autre, et puis on leur dit que leurs index se rapprochent de plus en plus l'un de l'autre. Donc là, il n'y a aucun phénomène hypnotique, jusque-là, c'est juste purement mécanique, hein, les index ils se rapprochent. Et puis, donc là, il n'y a pas grand-chose c'est pas un phénomène hypnotique. Mais ensuite, on leur suggère que plus ils essaient de les détacher, plus, je suis en train de le faire en même temps, et puis du coup, je me fais piéger. Plus ils essaient de les Je suis détacher, en train de faire pareil. ah ben voilà, plus ils sont collés. Et donc, ça fait quand même un moment qu'on leur suggère de se concentrer sur leurs deux doigts, qu'on leur dit qu'ils se rapprochent, qu'on leur dit qu'ils se rapprochent tout seuls, alors qu'en réalité, c'est mécanique. Bref, il y a déjà toute une mise en condition, toute une concentration de l'attention. Ensuite, on leur lance cette suggestion qu'elles sont collées et ne peuvent pas se décoller. Et ceux chez qui ça prend, eh bien, on peut les sélectionner pour monter sur scène, par exemple, dans un spectacle d'hypnose. Et pourquoi je disais ça? Oui, parce que en réalité, on peut le présenter comme un test, mais c'est presque mentir, évidemment. C'est un truc de le présenter comme un test, parce qu'en réalité, ça a déjà été toute une induction, tout un entraînement qui a duré un certain temps, et ensuite la suggestion d'un phénomène hypnotique nouveau, donc qui avait amené tout un univers où la personne, elle peut se mentir à elle-même, on va dire, et rentrer dans une distorsion de sa perception et une confusion kinesthésique. Donc il y a eu tout, ça permet en fait d'enlever la pression sur l'induction, non pas en disant bah là je vous hypnotise, mais là on va juste faire quelques tests afin que je fasse connaissance avec votre façon de réagir, votre type de réceptivité, qui me permettra ensuite de mieux choisir mes outils. Mais en réalité, Ouais. si ça se trouve, vous allez faire la même chose pour tout le monde, mais vous faites comme si c'était personnalisé. Et en réalité, la personne ne se rend pas compte que l'hypnose a commencé depuis déjà un moment, puisque vous l'avez présenté comme un test. Pour le dire d'une manière plus générale, ces tests vont vous permettre de faire connaissance avec la réceptivité de la personne. Vous ne savez pas comment elle réagit, vous ne savez pas comment comment elle répond à l'hypnose et aux suggestions. Et en Mhm. effet, en faisant ces tests, il peut arriver que vous vous rendiez compte, par exemple, vous avez une personne à qui vous dites votre corps va vers l'avant et son corps va vers l'arrière. Alors c'est hyper intéressant parce que vous refaites l'expérience 2-3 fois, vous dites votre tête va vers la gauche et sa tête va vers la droite. Bon, là, vous avez une personne qui est très réceptive, qui développe de beaux phénomènes, des belles réponses. Simplement, elles vont dans une autre direction que celle que vous avez demandée. Donc, c'est pas une résistance, hein, c'est une sorte de compromis. Donc, pourquoi pas utiliser ça? Vous avez cette info. Donc, je dirais, sans forcément aller dans une théorisation comme les métaprogrammes, choper de Mhm. l'info. En effet, quand vous faites ça, c'est l'occasion de découvrir comment fonctionne la personne et du coup, de pas se buter, enfin voilà, d'en tenir compte pour personnaliser le reste, quoi. Euh, Ok. mais bon, voilà, ne vous prenez pas non plus énormément la tête à essayer d'analyser pour ensuite faire le bon choix, de la bonne induction, parce que vous risquez de vous charger d'un effort, d'une intellectualisation. Donc quand vous faites ça aussi, laissez votre... Alors c'est bien un peu bizarre ce que je veux dire, mais laissez votre inconscient observer aussi. C'est-à-dire que vous laissez votre intuition. Vous êtes en train de faire ça, et puis probablement que le choix que vous allez faire après, de toute façon, sera influencé par ce que vous avez vu. Donc laissez-vous guider aussi à ce moment-là. N'intellectualisez pas trop le processus, quoi.